Oh, Geronimo. Cochise. Amène-toi. Tu veux toujours une bière, hein? Viens, je vais t'en donner une. Tu m'en veux pas, hein? Approche. Viens prendre ta bière, mon pote. Viens. D'accord, prends-la. Alors Cochise, elle est bonne. Il en va encore. Tire-toi, pauvre merde. Avec qui on va s'amuser maintenant? Forrest, je veux pas de casse, tu entends? T'entends? Tu veux t'amuser avec moi? Tu veux te battre, ma grande? Je vais pas lui casser la gueule, je vais le tuer. Venez par ici. Vas-y, I walk in my potatoes, I know just what we are. Well, I ain't no good in feeling we all got to die someday. Do you wanna think about a chance at immortality? Do you wanna think about a chance at immortality? La star de films d'action Steven Seagal a donné un cours de maître à l'école moscovite Sambo 70. 7e dan d'aïkido, grade que peu de gens ont dans le monde et aussi gradé dans d'autres disciplines martiales, il a montré plusieurs techniques efficaces. Le célèbre américain a fait tomber un entraîneur émérite de Russie, Renat Laïchev, sous les yeux de ses pupilles. Mais non, pourquoi vexant? Ce n'est qu'une séance d'entraînement. Je me conduirai autrement lors d'un vrai combat. J'ai aussi un arsenal secret de techniques. Ce sont généralement des techniques aïkido appelées à faire perdre l'équilibre à votre adversaire en provoquant de la douleur articulaire dans les poignets, les coudes ou les épaules. Les lutteurs russes ont vite appris les techniques efficaces et ont immédiatement commencé à les appliquer. L'entraîneur Laïchev a aussi pu se venger auprès de Seagal en utilisant sa propre technique. À présent, les arts martiaux mixtes m'intéressent plus que les films. J'y consacre toute ma vie. Quand je vois des combats, j'ai toujours envie d'y participer, mais à l'heure actuelle, je suis plutôt entraîneur. D'ailleurs, Seagal a indiqué poursuivre sa carrière dans le cinéma. Il a même avoué qu'il organisait un casting pour les acteurs russes, sans toutefois préciser les détails du projet. La séance d'entraînement n'a duré qu'une demi-heure. À la fin, l'acteur a promis de revenir en Russie. It all began 20 years ago when Seagal, a world-renowned 7th-degree Aikido expert, was shooting a movie in Jefferson Parish. The sheriff asked him to teach his men some self-defense and weapon skills. The training was so successful, Seagal was deputized. And for 20 years, between films, he's been serving as a full-fledged member of the force. Well, the show is real. I mean, this is not a joke. Something like that, a white call. Where are you at? Get out. We're blocked in. That's what I'm talking about. This is real police officers down here in Laprida situation. Last spring, 6 members of Congress went to Russia to learn more about the brothers accused of the Boston Marathon bombings. They brought along action star Steven Seagal, a friend of Russian President Vladimir Putin, to serve as a diplomatic liaison. As an American, was trying to do the best I could for what I believe in. And what I believe is that Russia is an extremely important ally and that the Cold War is over and that we, meaning America, should really have an open mind and an open heart in terms of trying to create closer and closer, better diplomatic relations with Russia. There have been rumors of Seagal running for governor of Arizona. We asked him to set the record straight on his political ambitions. A lot of people who ask me to do it, and it may be an arrogant thing to say, but I think if I do run or did run, I would have a real good shot at winning. The problem is,
At this point in time, I don't think I qualify because I've only been in Arizona for 4 years, and I think you need a 5-year residency. So there's a lot of little things going on, but we may run for governor another time. I just think it's very, very interesting that there's all this, you know, kind of funny stuff happened right before the Olympics, you know. Do you think the media is playing a role in ramping up tensions between countries? I do. Well, yes, I do. I think, you know, the example I just gave a minute ago is a perfect example. You know, I'll give you another example. On supposedly, quote-unquote, respectable news channels, they keep saying, you know, just like when Russia attacked Georgia. Really? How about telling the truth? Didn't Georgia attack Russia? And didn't Russia retaliate? Isn't that the truth? Maybe people should either do their homework or stop just, you know, saying what they're told to say. So when you hear one American politician after another making the media rounds patronizing President Obama and calling his foreign policy stance weak because he is not calling on the troops or anything like that, do you think that they are trying to hold his feet to the fire and to force him to act? I think this is a very dangerous stance to take, and it's a very dangerous game to play. Nobody should be criticizing Obama for not taking military action. Are they crazy? I mean, at this point, you know, what we really want are cool heads and diplomatic dialogue. We should be at the height of diplomacy right now, where we are, you know, talking to Russia and talking to Ukraine and trying to see if we can come up with a solution that's good for everybody. That's what we should really be trying to do. That was actor Steven Seagal. Et que ce qui légitime un peu plus notre soutien à ce résistant fondamental. Et là, je ferai une petite remarque pour Pierre Hillard. Récemment, un diplomate américain de premier plan a bien dit que Poutine, par sa résistance à l'opération, je dirais, ukrainienne, avait trahi le nouvel ordre mondial. L'annexion par la Russie de la Crimée semble signifier la fin d'une période de 25 ans, dont la marque fut un effort pour amener la Russie à un alignement accru sur les objectifs et traditions euro-atlantiques. L'adhésion de la Russie au nouvel ordre mondial, bien que problématique, a été l'une des grandes réalisations de l'après-guerre froide. Les Américains doivent comprendre que le défi auquel ils sont confrontés est celui d'une Russie qui n'est plus intéressée par ce que l'Occident lui a offert ces 25 dernières années. La fin du nouvel ordre mondial, Christopher Hill, 21 avril 2014. Donc nous nous en réjouissons, et effectivement ça justifie qu'on ait placé un peu nos espoirs dans Poutine. Effectivement, il trahit le nouvel ordre mondial, et tant mieux. Voilà. Donc sur l'Ukraine, si vous voulez creuser un peu plus, vous allez sur le site, mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Well, we have this apparatus of the color revolutions. We have the United States AID. We have the National Endowment for Democracy. And they've sunk $5 billion into essentially fomenting fascism in Ukraine, which is what Madame Nuland has told us. So they've invested $5 billion. They would like to loot the Black Earth region of Ukraine. They would like to asset strip the coal and steel potential we have at Krivoy Rog and Donetsk and the Donbass region in general. They'd also like, or they would have liked, to eject Russia from the Black Sea. Si Poutine masse des troupes aux frontières, c'est aussi parce qu'il y a des vols de l'OTAN au-dessus des pays baltes, parce que l'Ukraine, le gouvernement de Kiev, envoie à l'est des troupes pour réprimer une population civile. Donc des deux côtés, si vous voulez, il y a des gesticulations. If, by Allah's kindness, Putin had not intervened and been so spectacularly successful, this is what the plan would have been.
the new government in Ukraine would have joined NATO. And Russia could not stop it. And when the new government in Ukraine joined NATO, NATO will then send its armed forces into Ukraine. It could include nuclear weapons. Then Ukraine will pick a fight with Russia and decide that Russia must now vacate Crimea. Shut down your naval base. The rope is now tightened around your neck. Russia has to put its tail between its legs and withdraw its fleet, Black Sea Fleet, from Crimea. Russia is no longer a naval power. Crick crack, you finish. And Israel will celebrate. That was the master plan. Et surtout, vous pouvez constater, ça me rappelle un peu la période de la dislocation de la Yougoslavie et du passage de l'ex-Yougoslavie sous tutelle américaine et allemande, c'est-à-dire occidentale, après l'effondrement de l'URSS. C'était il y a 1 an, presque jour pour jour. Même s'il y avait des morts, personne en Europe ne mesurait encore la gravité de ces combats. Ils avaient lieu en Slovénie, près de Maribor et de Ljubljana, des noms que la plupart des Européens entendaient pour la première fois. L'enjeu de la bataille, la Slovénie et la Croatie, 2 républiques yougoslaves, venaient de déclarer unilatéralement leur indépendance. L'État yougoslave intervenait militairement pour empêcher la sécession. C'est ainsi du moins que l'Europe interpréta le début de ce qui allait devenir la plus grande guerre civile de cette fin de siècle. À l'époque, les mêmes guignols qu'aujourd'hui, à savoir Kouchner, Bernard-Henri Lévy, s'étaient appuyés sur les néo-nazis croates et kosovars contre les anti-nazis serbes. Ils n'hésitent jamais à mentir et à utiliser n'importe qui pour arriver à leur fin. 22 heures au Bourget, arrivée de l'avion en provenance de Riyad, un avion spécial affrété par l'Arabie Saoudite. Le président bosniaque rentre d'un pèlerinage à la Mecque. Mais ce soir, Alija Izetbegović est l'invité de Bernard-Henri Lévy et de ses amis, ceux qui projettent de présenter la liste « L'Europe commence à Sarajevo ». Il vient donc remercier les Français qui se mobilisent pour la Bosnie. Ou bien l'Occident décide enfin de ses frappes aériennes, ou bien l'Occident lève l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie. Et aujourd'hui, on a bien les mêmes qui appuient derrière les néo-nazis ukrainiens. La mémoire noble de l'Europe, les vertus de résistance qui sont le génie de l'Europe, c'est ici sur le Maïdan qu'il se trouvait. Et le national-socialisme, le fascisme, l'antisémitisme étaient du côté des Berkout et de Yanukovych. C'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. Mais bien sûr qu'il y a un parti ultranationaliste qui s'appelle Svoboda, qui fait partie de cette opposition. Mais est-ce que vous savez combien pèse le parti Svoboda en Ukraine? Je répète que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, donc qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton, dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. J'en ai marre d'entendre les grincheux et les pisse-froids. Dès que quelque chose va dans le bon sens, ils ne voient que le mauvais côté des choses. Ce qui prouve bien que on peut faire la même analyse pour les années 30 et la montée du nazisme. Les dominateurs, je dirais, impérialo-sionistes, ne sont pas du tout gênés de collaborer avec des nazis quand ça les arrange et que ça peut correspondre momentanément et tactiquement à leur vue. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines ? On voit Laurent Fabius qu'il rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne ?